et sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale. Notre pays, la République démocratique du Congo, avait été attaqué en août 1998. En août 1998, comme certains de nos compatriotes continuent à le dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous recevons un invité de marque, M. Kalama Ilunga, homme politique congolais qui est une des figures de proue dans la résistance congolaise. Monsieur Kalama, la République démocratique du Congo et son peuple avaient été attaqués par des extrémistes Tutsi rwandais. Nous avons suivi les événements à partir d'ici, c'est-à-dire la France, où nous sommes en ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ce jour-là? Oui, bonjour, c'est vrai. C'est vrai que à partir du 2 août 1998, la République démocratique du Congo a été agressée. Je préfère appeler ça une agression plutôt qu'une attaque comme ça. Tout a commencé. D'abord, il y a eu Mzee Laurent Désiré Kabila qui était au pouvoir. Il était attaqué de tous côtés. Et vers le mois de juillet, parce que nous avions participé aux manifestations du 30 juin, c'était la première manifestation, après la deuxième manifestation plutôt, après la prise de pouvoir, c'était en 1998. Au mois de juillet, il y a eu un événement. Il y a eu beaucoup de choses. On voyait que tout ne marche pas bien. Les extrémistes Tutsi, rwandais, se réunissaient en cachette. Ils se réunissaient partout, là, dans les choses. Ils cachaient les armes, ils faisaient toutes ces choses et arrivaient vers la... C'est à Kinshasa. À Kinshasa, ça c'est à Kinshasa. J'étais à Kinshasa. Et vers mi-octobre, vers mi-juillet plutôt, Mzee Laurent Désiré Kabila dépose James Kabarebe, qui était le chef d'état-major des FAC, les forces armées congolaises. Donc, Mzee Laurent Désiré Kabila l'a déchu. Donc, il a terminé son contrat. Donc, c'était un contrat de coopération militaire. Alors, c'était fini, il devait rentrer chez lui. Parce qu'ils complotaient, ils étaient là dans les complots avec tous les Tutsis rwandais qui étaient là. Bon, c'est vrai que dans notre armée, l'armée était déjà infiltrée. C'était déjà infiltré de partout. Nos militaires, donc ceux qui avaient la charge de conduire l'armée, ne savaient quoi faire, parce qu'il y a eu même un événement que j'avais d'ailleurs découvert, il y a quelqu'un qui est venu me dire un truc comme ça, qu'à l'État, au bataillon logistique, à la base logistique plutôt, au camp Kokolo, il y a des militaires, donc des gens qui rentraient là-dedans et qui tiraient sur l'armement lourd, sur l'armement lourd, donc des militaires venaient au camp militaire Kokolo, à la base logistique, et volaient des armes. Ne volaient pas des armes, mais ils étaient en train de neutraliser les armes, tout l'armement. Et ça a été signalé. Et on a dû... Il y a eu tellement de choses. Il y a eu beaucoup d'infiltrés, il y a eu beaucoup de traîtres. Des gens qui venaient, qui soi-disant étaient avec vous, mais n'étaient pas avec vous. Et arrive le 2 août. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Le 2 août, je sais très bien que c'était un dimanche. Bon, on était un peu en liberté. On se disait, mais heureusement, moi j'habitais du côté de... comment on appelait ça? Le truc protestant, là, la maison protestante, là, qui était aux alentours
du magasin Kitambo, de Kitambo Magasin. Il y avait... un centre des protestants. Un centre de protection, non, qui logeait, de logement, il y avait des logements là-bas. Alors moi, j'habitais effectivement ce centre-là. Et on a entendu tirer. Il y a eu des coups de tir, on ne savait pas ce que c'est. Les tirs venaient d'où? Les tirs venaient, il y a eu des tirs qui venaient de ma campagne, du côté de la... Donc il y a du côté de ma campagne et du côté du fleuve. Hein, donc on tirait. Personne ne comprenait quoi que ce soit. Donc, mais de l'autre côté de Kinshasa, les gens ne savaient pas que c'était la guerre qui a commencé ce jour-là. On tirait de partout. Et nous étions au centre d'hébergement des protestants. On a commencé à appeler un peu partout pour savoir ce qui se passe. On disait non, calmez-vous, il n'y a rien. Calmez-vous, il n'y a rien. Bon, on est resté. Et toute la nuit... Mais vous, personnellement, oui, vous avez téléphoné à qui? Parce que vous êtes un témoin tout à fait. Oculaire, un témoin qui était sur place, oui, sur le terrain, quand il y a des amis, cette agression a commencé. Il y a des amis congolais qui sont dans l'armée, à qui on appelait comme ça, on appelait pour savoir ce qui se passait de ces côtés de la ville. Et après, on nous a dit que non, c'était quelque chose qui se passe. Oh, il y a eu les Rwandais qui s'étaient réunis, ils étaient en train de préparer leur coup d'État ce jour-là. Ils étaient en train de préparer leur coup d'État. Bon, nous étions là, on était complètement dans le flou, on ne savait pas ce qui s'est passé exactement pour pouvoir préciser, pour dire qu'il s'est passé un truc, que ce sera une guerre qui va commencer ou quoi que ce soit. Ça, c'était le 2 août, donc le dimanche, c'était le dimanche soir. Et le lendemain, Kinshasa était bouclé. Il y a eu donc le 3. Le 3, oui. Kinshasa était bouclé. Nous étions toujours en place. Bon, on s'est dit, on ne peut pas sortir comme ça. Il faudrait qu'on nous rassure. Et le matin, j'étais à la fenêtre, j'ai vu des blindés passer qui montaient vers Montfleury. Oui, c'est des militaires congolais oui, ou des militaires congolais. Des extrémistes tutsis rwandais? Des militaires congolais qui remontaient en passant par Kitambo Magasin, ils remontaient vers Montfleury, vers ma campagne. Parce que en Montfleury, c'est là où les extrémistes tutsis avaient leur habitation. Non, ils avaient leur habitation là-bas, donc ils étaient concentrés là-bas, vers Montfleury. Mais James Kabarebe, en ce moment-là, était où? Non, James Kabarebe était déjà renvoyé chez lui. Donc il était déjà à Kigali. Il était déjà à Kigali, donc on l'avait renvoyé, parce que c'est ce que Mouzé avait décidé, parce que Mouzé avait demandé aux Rwandais, aux Benyamulenge, qu'on disait des Benyamulenge, ils disaient qu'ils étaient Congolais. Bon, Mouzé a demandé, non, il ne s'agit pas, je n'ai pas parlé des Benyamulenge, j'ai parlé des Rwandais. Et il se fait que les mêmes jours, il y a eu tous les Tutsis rwandais qui étaient là, les extrémistes Tutsis, tout ce monde qui était là, ils ont disparu. Ils ont tous disparu. Est-ce qu'on peut connaître certains noms, par exemple? Oh, les noms, je me rappelle peut-être plus. Hein, ça fait quand même, vous savez, ça fait peut-être 98 jusqu'aujourd'hui. Mais est-ce que parmi ces noms-là, on peut citer le nom oui, il y avait les Bizima Kara. Bizima Kara était parti depuis longtemps parce qu'il avait détourné de l'argent. Hein, de l'argent pour les diplomates. Il avait détourné de l'argent. Et il avait fui. Il avait fui, il ne pouvait plus rentrer. Bon, il y avait tout ce monde-là, Bouguera et tous les autres, les Roubérois, les autres qui étaient là, ils sont tous partis, ils ont disparu. Ils ont disparu, ils sont partis, je ne sais pas, par Brazzaville, et puis ils ont disparu. Et comme le Beach Ngobila, le gars qui était au Beach Ngobila, c'était
un extrémiste tout rwandais qui était le responsable. Le responsable, là. Oui. Ouais. Donc, ils avaient préparé leur départ, bien avant. Ils avaient préparé leur départ, ils savaient qu'ils devaient partir, ils doivent partir, et ils ont préparé leur départ. Bon, il y a eu une succession de phénomènes. Donc, on récapitule. Oui. Je signale que ceux qui sont en train de suivre cette édition spéciale, que vous, à cette époque-là, vous êtes un des collaborateurs du président Laurent Désiré Kabila. Et que quand les tirs ont commencé, vous étiez dans la zone de Kitambo. Oui. Et en ce Là moment... où ça a commencé, effectivement. Ouais. Et tout a commencé là-bas. Et en ce moment où se trouvait le chef de l'État, Mosé Laurent Désiré Kabila. Mosé Laurent, il était chez lui, hein, il était à la... Au Palais des Marbres. Tandis que les histoires se passaient du côté du Kanchachi, du Kanchachi, et puis, etc. Mais non, il y a eu une poursuite, on commençait à pourchasser les Tutsis qui étaient là. Les agresseurs. Ouais. On a commencé à les pourchasser parce qu'ils sont partis. Ils sont partis. Il y en a qui sont partis, il y en a qui étaient pris. Bon, et puis ça s'est terminé comme ça. Pendant quelques jours, ça s'est terminé. Il y a eu maintenant des incidents du côté de Goma, où ils ont attrapé nos officiers qui étaient assassinés. Il y a certains qui étaient assassinés là-bas. Et ils sont venus, ils ont commencé maintenant à s'organiser de temps en temps. Et puis, un certain jour, on dit que non, il y a un avion qui a atterri à Kitona. Et les Rwandais ont investi Kitona, ils ont pris, parce que les militaires congolais étaient basés à Kitona. On a pris les militaires congolais qui étaient basés à Kitona pour, soi-disant, faire le REI, faire quelques exercices pour s'adapter à la situation. Donc, c'était les anciens militaires des militaires qui étaient dans les phases. Oui. L'armée de Mobutu. Qui était à Kitona. Ouais, ils étaient cantonnés à Kitona pour un recyclage. Pour un recyclage, mais à part les médecins, les juristes, comme vous avez dit, qu'il fallait qu'ils reviennent. Mais tout ça, c'était le plan des extrémistes Tutsis qui ont donné ce plan-là, pour que les autres aillent directement à Kitona, pour les enfermer à Kitona, comme ça on peut les contrôler. Et s'il y a quelque chose, eux, ils pouvaient faire quelque chose comme ça, ils pouvaient agir directement sans qu'il y ait l'armée des FAC, les FAC ne peuvent pas, ils ne pouvaient pas leur porter secours, par exemple. Donc le 2 et le 3 août 1998, les combats se sont passés où? Là, c'est à Kinshasa. Oui. Ça s'est passé carrément à Kinshasa. Ça a commencé là-bas. À Kitambo. Parce qu'il y a eu cette tentative de pouvoir faire un coup d'État. Bien avant cela, il y avait une histoire là, l'histoire de Tshisekedi. Tshisekedi qui était enfermé, soi-disant, à Kabeya-Kamanga. Hein? Donc, c'est toujours les extrémistes Tutsis. Parce que Mosé avait pris des dispositions. Quand il a eu la nouvelle, il a dû enlever Tshisekedi donc de sa maison. Parce qu'il était question que les extrémistes Tutsis aillent chez Tshisekedi pour l'assassiner. Et comme ça, on accuse Mosé Laurent Désiré Kabila. Donc c'était ça leur plan. Ça a échoué. Mosé a fait enlever la personne qui a emmené Tshisekedi à Kitona. C'était le général Mounene. C'est le général Mounene qui est allé carrément enlever Tshisekedi pour l'emmener vers Kabeya-Kamanga et puis protéger l'environnement. Mais à cette époque-là, oui. Le pouvoir du président Mosé Laurent Désiré Kabila fait débarquer
James Kabarebe, Kabarebe, oui. et qui était devenu le chef d'état-major. Non, non, bon, justement, quand il a débarqué, James Kabarebe, il a mis le général Kifwa, qui était à la police nationale, il a mis là. Mais Comme chef d'état-major. Comme chef d'état-major. Mais le général Kifwa n'a fait que 3 ou 4 jours, hein, comme chef d'état-major, parce que, à cause de certains exagérations, il a fait des bêtises. Et c'est comme ça qu'il a dû nommer Mounene, qui était vice-ministre à la sécurité. Il l'a nommé chef d'état-major général des forces armées. Et pendant que la guerre commençait, donc juste après avoir débarqué James Kabarebe, il l'a nommé Kifwa, mais Kifwa, ça n'a pas tenu parce que ce n'était pas normal. Et c'est comme ça qu'il a nommé le général Mounene. Faustin Mounene. Il a nommé le général Faustin Mounene, mais c'est à quelques jours de la guerre, donc de cette guerre qui commençait. Donc il n'était pas encore établi, bien assis, pour pouvoir... Et qui était le responsable des services de renseignement à cette époque-là? Pendant que James Kabarebe était en chef fonction, d'état-major, oui. Joseph Kabila était chef d'état-major adjoint. Chef d'état-major adjoint, donc chef d'état-major adjoint, c'est-à-dire que des forces armées. Et ils s'occupaient, je ne sais pas comment, dans leur arrangement, comment ils se sont arrangés, ils s'occupaient de la DEMIAP. La DEMIAP, la force, cette DEMIAP... le service de renseignement militaire. Donc qui était normalement transformé, le SARM, tu connais le SARM avec Mobutu, hein, ça a été transformé un peu comme ça. C'est Joseph Kabila qui s'occupait aussi des renseignements militaires. Et c'est là où il faut comprendre maintenant tous ces maintenant, quand Musée Laurent Désiré Kabila a nommé Mounene comme chef d'état-major général, il a... Joseph Kabila, on l'a fait déplacer, il était maintenant chef d'état-major des forces terrestres. Donc il est devenu chef d'état-major des forces terrestres. Et ça, c'est vraiment pendant ce cafouillage-là, pendant cette guerre-là. Et parce qu'il faut que je me rappelle bien, bon, il y a eu la guerre, il y a eu tout ce qui s'est passé, les gens ont commencé à fuir, mais là où maintenant l'affaire est devenue très forte, c'est quand les Rwandais ont pris l'avion de Lac, ils sont arrivés jusqu'à Kitona. Et à Kitona, ils ont débarqué, ils sont venus en armes, ils ont neutralisé les autres militaires, ils ont voulu équiper les militaires des phases pour venir réattaquer Kinshasa. C'est là où le général Mbouza Mabé n'a pas accepté, hein, de travailler sous les ordres des Rwandais. Il est parti à pied, hein, de Kitona jusqu'à Kinshasa pour rejoindre Musée là-bas. Donc il y avait tout ça. Et donc la situation, ouais, n'était pas vraiment sous contrôle du président de la République. La situation, comme il y a eu beaucoup de traîtres, on ne pouvait pas faire confiance à n'importe qui. La situation, effectivement, était sous contrôle. Contrôle, c'est-à-dire qu'on contrôlait encore tous les éléments, les paramètres de pouvoir et tout ça. Mais les extrémistes Tutsi, avec James Kabarebe à la tête, sont revenus pour pouvoir faire le coup d'État. Donc, Kabarebe est revenu physiquement. Physiquement, il était à Kitona. Oui. Et comment a-t-il pu s'échapper? Est-ce qu'on l'a... Mais on l'avait pas arrêté. Il semble que, parce qu'en ce moment-là, il semble qu'il y avait des Américains, des bateaux américains qui étaient venus, militaires, qui étaient au large. Il semble qu'il est parti par ces bateaux-là. Hein? Donc il a dû s'échapper par là. Parce que les Angolais, quand ils sont intervenus... En faveur du peuple congolais. Du peuple congolais.
les Angolais sont venus, ils ont libéré directement Kitona, ils ont libéré Inga, parce qu'en ce moment, l'attaque que James Carroll et les autres avaient commencé était déjà vers Mbazangumbu. Ils étaient déjà vers Mbazangumbu, vers Kinshasa. Hein, le problème, c'était... Donc, ils avançaient. Ils avançaient. Et c'est là où l'Angola est intervenu. À la demande de la République démocratique du Congo, de l'État de la République démocratique du Congo. Tout à fait, tout à fait. Ils ont demandé, et puis maintenant ils sont venus, ils les ont pris en tenaille. Hein, les autres sont allés vers Inga libérer le barrage d'Inga. Les autres sont venus libérer Kitona et partout là-bas. Et en 2-3 semaines, la guerre était finie. Bon, est-ce qu'à Kinshasa, on peut faire une petite comptabilité, même si c'est pas, disons, on peut faire une petite comptabilité rapide. Il y a eu combien de morts à Kinshasa? Une centaine, des milliers? Bon, je ne peux pas te dire exactement parce que le temps est passé aussi. Hein, c'est pas que j'ai oublié, mais je ne peux pas te dire qu'il y a eu autant de morts, il y a eu autant, hein, tellement tout était un tout petit peu en désordre. Mais il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts, des civils ou des militaires congolais. Au moment où les autres ont attaqué, et les civils et les militaires ont commencé à se battre, les Rwandais sont arrivés du côté de Kimwenza là-bas. Ils sont arrivés vers Njili Brasserie pour aller vers l'aéroport. Parce qu'on leur a dit que c'est l'aéroport qui devait être pris. Hein, il fallait prendre l'aéroport. Comme ça, les autres peuvent descendre. Et Mouzé était à l'aéroport. Hein, il y a eu même RFI et les autres qui disaient que Mouzé est parti, il est parti, il n'a pas pu, il n'est pas resté avec l'armée. Avec la population, oui, avec l'armée. Or, c'était faux, Mouzé était à l'aéroport. Pour contrôler les opérations militaires. Et je me rappelle, si ma mémoire est bonne, les jours, vous savez, il y a des choses, enfin, parce que il y a tellement de choses qui se sont passées, mais je sais que le jour où les Rwandais sont arrivés maintenant tout proches là, vers Kimwenza, vers Kimwenza, hein, tout proche, ils étaient tout près là. À Kinshasa, on avait décrété, il y a eu des prières, les gens priaient parce qu'ils n'avaient plus d'espoir. L'armée était complètement... Hein, était là parce qu'il y en a qui changent, parce que les autres portaient la même tenue militaire que nos forces armées. Donc ils portaient la même tenue. Et on a demandé à nos militaires de ne pas enlever les chapeaux pour reconnaître les autres. Donc de ne pas porter le chapeau. Pendant ce temps, Kinshasa était menacé maintenant. Et je me rappelle que nous étions au Palais du Peuple où il y avait des manifestations de prière, où les gens ont commencé à prier parce qu'il fallait tout mettre entre les mains de Dieu. Et il s'est passé quelque chose que je n'ai pas oublié, je me suis toujours posé la question, je n'ai pas oublié ça. Il y avait 3 jours de jeûne, jeudi, vendredi, samedi, dimanche c'était l'ouverture, et lundi s'est passé quelque chose. À l'aéroport, on attrape un gars qui avait un sac avec un téléphone satellitaire. Et ce gars-là, sur son téléphone, il y avait toute la communication avec le Rwanda, avec tout ça.
Et il devait annoncer que l'aéroport... C'était un militaire ou un civil? Il était en civil, un Congolais. Ouais. Alors, il a dit qu'il y avait son copain aussi qui est là, qui doit confirmer. Alors, c'est lui qui a pris et que ce gars-là, ce gars qu'on a pris là, c'est un gars qui a été... qui a dit, il m'envoie pour que je puisse contrôler l'effectivité de la prise de l'aéroport de Kinshasa. Alors, vous qui était à l'aéroport et les autres, ils ont dit, il faut leur dire, toi tu dois leur dire que l'aéroport est déjà pris, donc est entre leurs mains. C'est comme ça que lundi, mardi, mercredi, quand les autres maintenant rentraient, ils rentraient du côté de Gilles Brasserie, ils rentraient, ils sont arrivés jusqu'aux eucalyptus là, hein, sur le boulevard, ils sont arrivés là-bas, il y a eu des tirs de ce côté-là. Mais les autres demandaient où se trouvait l'aéroport. Or, à l'aéroport, ils croyaient que les gens qui étaient avec eux, donc leurs complices, étaient déjà là. Donc ils étaient déjà là, ils ont déjà pris l'aéroport. Et ils sont entrés dans ce piège-là. Et c'est comme ça que, carrément, il y a eu une débandade du côté des agresseurs. Mais qui a mené les différentes opérations à Kinshasa, du côté des forces armées congolaises? C'est le général Mounene ou un autre officier? Le général Mounene a eu, c'est Mouzé lui-même, mais le général Mounene a eu un problème. Il a eu un problème parce qu'à un moment, il s'était dit, quand les agresseurs étaient encore du côté de Mbazangu, il a pris des jeunes militaires. Il voulait aller combattre directement, hein, aller sur le terrain pour combattre, parce qu'il y avait tellement de traîtres qui ont rejoint la rébellion, qui ont rejoint les autres, qui sont... Des Congolais collabos, comme on dit ici. Qui ont rejoint la chose. Et le général Mounene a pris des militaires, des policiers, des militaires, pour aller se battre maintenant, pour aller contrer, faire un genre de barrage du côté de Mbazangungu. Hein. Mais est-ce qu'ils étaient suffisamment armés? Est-ce qu'ils étaient armés en conséquence? Ça, c'est le général Mounene qui l'a fait. Tandis qu'il y avait un type comme Joseph Kabila, qui est resté là-bas et qui était en train de saboter cette action du général Mounene. Hein? Il était à Kinshasa en ce moment-là. Et en plus, Joseph Kabila, bon, là c'est après, mais le général Mounene est allé jusqu'à... Mbazangungu? Mbazangungu. Il est arrivé vers avant Mbazangungu, juste avant Mbazangungu. Joseph Kabila a envoyé des militaires pour aller l'arrêter. Parce qu'il disait que le général Mounene a trahi. Or, le général Mounene allait se battre contre les agresseurs. Et c'était Joseph plutôt. Et quand le général Mounene a eu Mouzé, Mouzé lui a dit, ne vous présentez pas devant les gens, hein, mettez-vous en sécurité. Nous sommes en train de voir qui fait quoi, qui fait rien, tout. Ils étaient en train de voir. Donc c'était ça un peu le schéma, hein, qui était là. Et Mouzé lui-même dirigeait maintenant les manœuvres, toutes ces manœuvres-là. Bon, là, vous avez décrit quelques opérations sur le terrain, Ouais. mais quelles leçons faut-il tirer aujourd'hui, en 2014, en août 2014? Je voulais juste ajouter un truc avant d'en arriver là. Juste un truc que je veux ajouter. Pendant l'occupation, juste après l'occupation, quand les autres sont arrivés maintenant à Kinshasa, il y a eu... Pendant l'agression. L'agression, il y a eu cette débandade. Joseph Kabila et Cheo Kitundu, ils ont commencé à aller protéger les extrémistes tutsi-rwandais, les tueurs. Mais il était qui en ce moment-là? Il était Cheo chef Kitundu. d'État. Cheo Kitundu était ministre des droits humains.
Alors, ils sont allés, Joseph Kabila, pour aller protéger, ils prenaient ces gens-là, les agresseurs là-bas, pour aller les protéger, pour aller les mettre quelque part, les cacher quelque part. Et puis, il y a eu aussi quelque chose que j'avais entendu et j'étais vraiment scandalisé. C'est que Joseph Kabila, en arrivant à Matadi, parce que quand Matadi était libéré par les Angolais, en arrivant à Matadi, comme les Rwandais, là, s'est caché quelque part, il y a eu un garçon qui est venu, qui est allé vers Joseph pour lui dire qu'il savait où les agresseurs étaient cachés. Et Joseph Kabila l'a tué. Il l'a tiré dessus. Il a battu. Il l'a battu directement. Il l'a battu. Sur le champ avec son arme. Oui, oui. À Matadi. À Matadi. Cela, on n'en parle pas. Les gens, bon, j'en parle quand même. C'est pour savoir quel genre d'homme. Hein, déjà, il a commencé à trahir, à mettre tout. Et lui, à Kinshasa, il allait avec Sheokitum dedans. Et qui, pendant l'état de guerre, il est demandé à cette nouvelle armée qui a été créée de demeurer d'abord consciente politiquement, c'est-à-dire de savoir réellement quel est l'ennemi. Pour le moment, nous avons un ennemi qui est connu de tout le monde. Les agresseurs et ceux qui les soutiennent. Nous avons d'autres ennemis potentiels. Ceux qui, de l'intérieur, au sein des unités de l'armée, désorganisent par une propagande malicieuse et en implantant la 5e colonne. En étant agent de réseau de ceux qui veulent déstabiliser le pays. Vous avez donc violé votre serment. Quand j'avais demandé à cette armée de se retirer, et ils avaient déjà fermé le valise, ils disent, leur armée se retire, ils se sentent en insécurité. Je dis, mais non, votre armée reste. C'est l'armée rwandaise qui se retire. C'est pas la vôtre. Mais ils ont disparu. Et j'ai compris qu'ils n'étaient pas congolais alors. Parce que l'armée qui s'est retirée était rwandaise. Un ministre congolais, un ministre d'État a disparu. Un ministre des Affaires étrangères a disparu. J'ai dit que nous étions infiltrés alors. Infiltrés au sommet. bese de juda ya bopesi biso efungoli biso miso tina génération future boyaki na tembe bokosuka se na tembe otumoli bana kongo yeba te okosuka na Kinshasa tolakisi ndenge peuple azali kasi na kongo mobimbe kozala ndenge moko. Partout là où il y avait le tout pour les protéger, les mettre à côté. Bon, on ne s'arrête pas là parce que en ce qui concerne la leçon à tirer, les Congolais, ce qui nous arrive est vraiment beaucoup plus de notre faute que de la faute que des autres. Les autres ont fait ce qu'ils devaient faire, ils avaient une mission à faire. Mais nous, connaissant toutes ces choses-là,
Nous savons qu'il y a eu telle chose qui s'est passée. Nous savons que... Mais quand vous parlez des Congolais, vous parlez des membres de la classe politique ou des militaires? Je parle plutôt de ceux de la classe politique, ceux qui ont une fonction quelque part, qui profitent de cette fonction-là pour essayer. Donc, ce sont qui ont des prérogatives. Qui pensent seulement à leur ventre. Qui ne pensent qu'à eux, qui ne pensent pas que le pays d'abord. Il y a d'abord le pays, l'ensemble du pays qu'il faut protéger. Que toute action que je ferai, je peux le faire parce qu'on m'a donné de l'argent, mais il doit savoir les conséquences sur le pays. C'est ça notre problème. Nous avons, c'est vrai, nous avons un grand problème à ce niveau-là. Les gens n'ont pas tiré... Donc c'est la leçon principale qu'il faut... n'ont pas tiré assez de conséquences, ils n'ont pas tiré vraiment de leçons de ce qui s'est passé vers ces années-là. Ils n'ont pas tiré. Ils continuent à agir de la même façon. Et c'est inacceptable. Aujourd'hui... Et quand vous voyez le 30 juin, ouais. Le 30 juin 2014, ouais. Un monsieur que vous avez cité tout à l'heure, Bizima Karamweto, oui. Qui vient faire son défilé le 30 juin. Mais par rapport à cet événement-là qui s'est passé en 1998, qu'est-ce que vous pouvez tirer comme leçon, vous, en tant que résistant? Oui, Bizimana Karamweto, ça c'est ça son nom, qui est un sujet rwandais, a tué beaucoup de monde. Souvenez-vous de Makobola, Kasika, Mwenga, partout là-bas, des gens qui étaient enterrés vivants. Des femmes, vous voulez dire? Des femmes enterrées vivantes. Ce monsieur-là, quand je regarde, je suis en train de voir encore qu'il revient en toute liberté. Il n'est pas dérangé ni quoi par qui que ce soit. Écoutez, la leçon est là. C'est-à-dire que la résistance, par rapport à la résistance, ça me donne même le courage de dire à la résistance de continuer jusqu'à ce qu'on va voir ces gens-là. Parce que on ne laissera pas comme ça impunis, dans l'impunité totale, où ils feront n'importe quoi, parce que s'ils n'ont pas fait, s'ils ne le font pas aujourd'hui, demain, ils vont recommencer. Ces gens, nous les connaissons. C'est ça le problème. On peut savoir. Les Rwandais, nous n'avons pas de problème avec les Rwandais. Avec les Rwandais, c'est-à-dire que les Rwandais normales, quelqu'un qui vit normalement, on n'a pas de problème. Mais ces gens sont des criminels. Donc vous parlez des extrémistes qui sont au Congo, Tutsi, oui. Des extrémistes qui tutsi ont rwandais. l'intention, qui veulent justement venir au Congo pour prendre le pouvoir. Pour prendre le pouvoir, pour rester au pouvoir, pour dominer tout simplement et être au-dessus des lois, ou être au-dessus de la chose. Je regarde un peu, je regarde une autre occasion, je regarde le type qui est à l'auditorat militaire. Bivegete est un Rwandais. Hein? C'est un Rwandais. Et tous ces gens qui sont allés avec les RCD, c'était des Rwandais. Aujourd'hui, ils reviennent et ils revendiquent dans notre propre pays, ils sont en train de revendiquer des droits qu'ils n'ont pas. C'est inacceptable. C'est inacceptable.